They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. Durant. You can't keep jumping that high, man. Says who? Bryant for the win. Ce jeudi, la NBA débarque dans la capitale. Mais avant ça, petit détour par le Combine de la Basketball Africa League. Une trentaine de joueurs venus des quatre coins de la planète ont tout tenté pour taper dans l'œil des recruteurs. Immersion au sein de cet événement. Je regarde plus l'Euroleague que la NBA. C'est la phrase choc de Luka Doncic. L'ancienne pépite du Real Madrid n'oublie pas d'où il vient. L'Euroleague plus intéressante que la NBA, d'accord ou pas d'accord? Le All-Star Game est dans un mois et on aurait bien envie de se mater un petit Team USA vs Reste du Monde. Est-ce le meilleur moment pour cet affrontement? On en parle dans le débat. Lui, il sera sûrement All-Star cette année. Shai Gilgeous-Alexander est sur un nuage avec le Thunder. La machine à scorer d'Oklahoma porte sa franchise à bout de bras. A Star is Born, c'est notre focus. Hype, épisode 13, saison 2. Nouvelle semaine Hype, nouvelle émission Hype et un très très gros programme qui vous a été compté par notre chef d'édition Lucien. On va accueillir l'équipe qui va discuter un petit peu même beaucoup de basket américain avec moi et un homme bien vêtu aujourd'hui, petit pull, nickel, propre. Mais Angelo. la question c'est quand est-ce que j'ai pas été bien C'est vêtu? vrai, c'est pas mal. C'est mal Ça va, coiffé. Sylvain Mal coiffé, mais bien vêtu, quoi. C'est ça? Ouais, mais bon. Toujours avec la gominale, comme ça. Mais toi qui. Moi, j'aimerais bien la mettre. Toi, Mais il y a pas la attends, place. Non, mais toi qui es Rital, tu devrais apprécier quand Nous même. sommes dans les présentations et pas dans Non, mais tu vois, on est chaud, là. de mode qu'on ne citera pas ici. Comment il va, Fred? Ça va très Bleu bien. vêtu, Oui. petit chaperon bleu. J'ai le droit. Petit, c'est Petit, rare. Chaperon, non. Et bleu, donc pas du coup, par la mèche. Ok, accueillons Melvin du côté de San Francisco qui a aussi sorti une belle chemise pour faire honneur à l'NBA qui arrive à Paris, sûrement. Comment il va, Melvin? Ah bah écoute, ça va bien. Oui, il y a pas qu'au Cowboy qu'il y a des, il y a pas qu'au Texas pardon qu'il y a des Cowboys. Et puis on va parler d'Oklahoma City. Je me suis dit que c'était de rigueur. Très bien, bon, Magnifique. ne bouge pas, on aura effectivement un gros focus sur cette franchise qu'on évoque peu ici, on va le faire en fin d'émission. On va se lancer parce qu'il y a un gros événement qui arrive du côté de Paris et on va accueillir les news dans cette émission dans le Hype ou pas Hype. Messieurs, une affiche historique des années 80-90. Detroit Pistons, Chicago Bulls. C'est ce jeudi 19 janvier du côté de l'hôtel Accor, dans l'Accor Hotel Arena plutôt, c'est mieux comme ça. Et on vous montre la bande-annonce et on en discute ensuite. Ce jeudi, du côté donc de l'Accor Hotel Arena, la NBA arrive à Paris, un gros événement. On attendait ça depuis quelques années. C'est la 3e édition depuis le retour de la NBA, enfin pas en Europe, mais à Paris. Quand on parle de Chicago justement et de Détroit, Angelo, à quel souvenir ça peut faire référence ce type d'affiche? Ça, c'est les affiches pour notre génération, les vieux briscards comme nous, c'est les meilleures affiches. C'est celles qu'on aimerait avoir de nouveau. Alors, on a des petits débuts de rivalité qui se créent. On a, si tu veux, des affiches qui sont alléchantes. Mais le problème, c'est que la culture du jeu a changé. Donc, le jeu proposé sera forcément différent. Donc, c'est une autre époque. Tu parles d'un temps révolu. Okay. Mais c'est des sacrés souvenirs. Ouais. L'ambiance un petit peu Bad Boys de l'époque face à Jordan, hein, les années 80-90. Fred, t'as connu. Là, on n'est plus du tout là-dedans hein, quand on évoque cette affiche. Hein. Non, on n'est plus du tout là-dedans. Mais en fait, quand je pense à cette affiche, ouais. Je pense à Isaiah Thomas. Et je me dis que peut-être à cause de cette affiche et à cause de cette rivalité, il n'avait pas fait partie de la Dream Team. Donc je trouve que ça un peu surprenant. En tous les cas, c'est ce qui se dit beaucoup, que sa mésentente avec Jordan a démarré un peu là. Et c'est vrai qu'un joueur aussi incroyable, c'est dommage pour lui. Mais en revenant à ta question initiale, ça n'a plus rien à voir. Les bad boys, c'est fini. De toute façon, la NBA ne veut plus de bad boys. Ils sont quasiment tout pour l'attaque. On en parlait la semaine dernière. Tout pour l'attaque, c'est parce que le show prime, parce qu'ils ont besoin de montrer des très belles actions. Et la dureté défensive des bad boys de l'époque, je ne suis pas sûr qu'elle ne ferait pas un peu tâche quand même. Tu seras au match?
Je serai au match. Tu as la chance de pouvoir assister au match. Oui, Justement, je me suis déguisé en cheerleaders, en bleu. D'ailleurs, c'est pour ça que... Bravo, on va observer ça de près. Et puis on fera tourner sur les réseaux sociaux d'ailleurs. À quel type de match tu t'attends du coup? Est-ce que, on est quand même intéressé par l'avenue de Killian Hayes et des Pistons qui cherchent justement à lancer une nouvelle génération face à des Bulls un petit peu irréguliers. À quoi t'attendre sur ce match-là? Honnêtement, c'est difficile. Je ne sais pas si la qualité du spectacle est ce qui m'importe le plus dans ça. Moi, ce qui m'importe, c'est encore une fois, c'est que la NBA se déplace à Paris, qu'elle mette des matchs ici, qu'on voit l'engouement des Français. Et on se rend compte que l'engouement, il est incroyable pour la NBA. Et ça, c'est un énorme plaisir. Ensuite, voir ces jeunes joueurs aussi de Détroit, c'est hyper intéressant. Zach LaVine, ça va être aussi intéressant, mais lui aussi, il est un petit peu irrégulier. Ouais. Moi, ce qui me manque, c'est DeMar DeRozan, parce que c'est le joueur absolu pour moi, pour un joueur des années 80, 90, parce que le shoot à 2 points qui a quasiment disparu de la NBA moderne, lui, il le maîtrise sur le bout des doigts. Donc, je m'attends à un match de saison régulière classique, parce que je pense qu'il n'y aura rien de plus, mais à Paris, et qu'est-ce que ça fait plaisir. Plus de qualité sur le terrain que la saison passée également. D'accord. Ah oui. Plus de talent, qualité, plus de talent, plus de qualité de joueurs. Déjà d'avoir DeRozan, LaVine. DeRozan, il joue pas. Malheureusement, il voyage, mais si tu veux, il ne sera pas sur le terrain malheureusement. Mais si tu veux, c'est ça le. Vucevic aussi, hein. Vucevic. Et puis surtout, les Bulls sont encore en position pour la post-season. C'est-à-dire qu'eux, ils sont sur la dernière place qualificative pour les play-in, donc c'est un match important pour eux. C'est un match de saison régulière. Juste pour revenir sur un truc, il y a Ball qui se déplace alors qu'il ne pourra pas jouer. Comme quoi, c'est quand même important en termes d'affiche, en termes d'image pour la NBA aussi. Et c'est bon signe pour la France. Lonzo Ball, hein, pour ceux qui connaissent bien sûr, et non pas la Melo Ball qui joue du côté des Hornets. Melvin, tu as rencontré Killian Hayes, hein, qui sera un peu le régional de l'étape, hein, le Français qui va jouer devant son public. Il t'a fait part un peu justement de son émotion et de sa joie, même de jouer avec le maillot des Pistons en France. Est-ce que tu peux nous retranscrire un peu le contenu de ton interview avec Killian? Oui, bien sûr, avec plaisir. Oui, je l'ai vu quand il gagne au buzzer au Chase Center il y a à peu près 10 jours. Et c'est vrai que quand je lui ai posé la question, c'était pas juste s'il était content de venir jouer à Paris, mais c'était plus de savoir s'il était content et s'il réalisait qu'il allait jouer à Paris un match NBA, mais également être titulaire pour une franchise alors qu'il joue le meilleur basket de sa saison. Et c'est vrai que pour lui, c'est une expérience qui va être à part, comme vous le voyez, ça va ici. être lourd, hein, mes amis et ma famille en France, etc. On sent qu'il est vraiment, vraiment hypé, pour prendre une expression à la mode, par sa présence en France. Je te laisse reprendre. Bien sûr, ouais, c'est vrai que depuis qu'il est revenu de sa suspension, il tourne à près de 15 points par match, 8 passes, il est à 46% au tir, donc c'est vraiment le moment idéal pour lui et j'espère qu'il va faire un gros match. Un mot sur Killian, on le sent beaucoup mieux, hein, comme le dit Melvin depuis quelques sorties. Le passage en France, comme ça, quand on prend un peu d'amour et quand on prend un peu d'exposition, ça peut complètement l'aider à continuer sur sa lancée. Hein, oui, bien sûr. Et puis on en avait parlé. Moi, j'étais déjà un grand défenseur de Killian à la base. Hein. J'avais relativisé sur sa mauvaise passe actuelle. Il fallait croire dans le gamin. Il a le talent. Il a surtout, on va dire, enfin pris le pli qu'il avait besoin de prendre au sein de cette franchise parce qu'il était sur un courant alternatif. Il avait montré de belles choses. Puis après, il y a eu de la draft, comme on l'avait expliqué, où les Pistons ont pris les meilleurs joueurs disponibles qui se retrouvaient sur son poste. Maintenant qu'il y a eu, one man down, one man up. Donc il a saisi l'opportunité. Le leader tombe. Il a eu plus d'opportunités, il a saisi sa chance, il est productif et il gagne du crédit. C'est-à-dire que maintenant, pour la saison prochaine, il ne va pas redémarrer avec un statut où on se demande est-ce qu'on peut compter sur lui ou pas. Ils vont essayer de capitaliser. Est-ce que ce sera un rôle 6e homme? Est-ce qu'ils vont le mettre dans le 5 en compagnie de Kate Cunningham. Je pense que ce sera moi un rôle de 6e homme de luxe et qu'ils vont garder. Encore beaucoup de chemin pour justement c'est hyper intéressant répondre à ces questions. D'être 6e homme. Ouais. Ça serait un peu le leader de cette seconde unit et c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que tu as quand même confiance en lui. C'est-à-dire qu'en gros, tu commences avec ton 5 majeur évidemment, mais la première rotation, ça peut être lui. Et puis tu as plus de tickets. Directement, tu as vu le match se dérouler sous tes yeux, tu prends un petit peu ce qui se passe, tu es productif tout de suite parce que tu as vu comment ça se passait. C'est hyper intéressant. Et on sait qu'il a besoin de la balle dans les mains. C'est ça qui lui permet d'être performant. On a vu les problèmes avec Evan Fournier quand il est arrivé au Knicks. Il est dans un profil de jeu où il ne peut plus vraiment. Il sera responsabilisé en sortant Exactement. En ayant les responsabilités du jeu en attaque. Exactement.
ce qui est intéressant aussi par rapport à Kylian, mais on se projette un peu, hein, les Jeux arrivent très vite, hein, les Jeux Olympiques. Il prend peut-être date aussi. On avec, avait compris quand tu avais dit les Jeux. Hein. Les Jeux, la farfouille à côté. Là. Je précise un peu, peut-être qu'il prend date aussi avec le public parisien et la France entière pour. Puis il prend date avec le staff de l'équipe de France. Exactement. Il prend date avec le staff de l'équipe de France. C'était pas forcément le premier sur la liste à la base. Puis il y a eu l'imbroglio. Il y a eu une problématique aussi. Il avait refusé d'aller en équipe de France. Voilà, et ça avait été un petit peu compliqué. Il y a eu l'imbroglio Thomas Hurtel qui a accéléré un petit peu le processus de réflexion où on se dit bon, comment on s'adapte. À voir. Mais il peut se remettre en tout cas. En tout cas, un meneur de qualité. C'est toujours intéressant pour la France. On en manque toujours. Et un meneur de qualité qui a l'expérience NBA, qui a confiance dans sa franchise, c'est plutôt intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est la Basketball Africa League qui était à Paris ces 2 derniers jours, du 15 au 16 janvier, pour promouvoir bien sûr la plateforme du basket et le basket de manière générale, le basket africain dans le monde, et puis également réunir les 30 meilleurs prospects pour leur permettre d'accrocher un spot de la Basketball Africa League, donc ces équipes et cette ligue qui réunit les meilleures nations africaines. J'ai eu la chance d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe et de rencontrer quelques joueurs. On va déjà vous mettre dans l'ambiance de cet événement et ensuite on en discute. On top racks out here hustling, yeah, we get it. Stacks on top of stacks, y'all just talking, yeah, we live it. You see them diamonds shining, all that drip, got you living. They say they gon' run up on the boy, little bitch, got shit twisted. Yeah, all y'all can get it. Rich boys is bag hoe, money all on stack though. Picture shit right out the bando, we just pullin' string like a banjo. Real niggas getting all the bands though. Fuck you got open hands for. Real bosses get it tenfold, yeah. Voilà, quelques images d'ambiance tournées par Nathan Lingua. Alors, on réexplique un peu la Basketball Africa League. Donc, l'assemblage des meilleures nations africaines, un peu comme la NBA pour les États-Unis et l'Euroleague pour l'Europe, se disputent donc le titre continental. Et le produit que vous venez de voir, c'était un combine pour justement permettre aux joueurs d'être exposés et d'intégrer donc ces franchises pour cette compétition qui va démarrer dans quelques mois. Petite question à Fred, qui connaît le basket international comme personne ici. Quand on parle de basket africain et de l'évolution du basket africain, où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à les époques d'Ikembe Mutombo ou Hakeem Olajuwon? Déjà, le continent africain fournit beaucoup de joueurs. Ça, c'est une évidence. C'est même bête de le dire parce que tout le monde le sait. Mais on a l'impression que ça ne progresse pas forcément dans les équipes nationales. D'accord. On a l'impression qu'il y a eu pas mal de problèmes de non-paiement. C'était quel pays? Mali. Oui, ouais, voilà. Ça a été assez compliqué. Il y a eu pas mal de problématiques par rapport à ça. Le Cameroun. Et c'est vrai qu'on se dit, ce continent, il a juste les meilleurs athlètes du monde. Concrètement, on ne va pas se mentir, on ne va pas dire des conneries. Ce n'est pas les Grecs, les meilleurs athlètes du monde, c'est clairement les Africains, pour citer que les Grecs. Mais concrètement, on sait qu'il y a de quoi faire, mais on a l'impression que c'est très compliqué de mettre en place. Et le fait que la NBA impose son modèle, je me dis que ça peut peut-être aider à structurer encore mieux et qu'on ait vraiment ce qu'on attend de ce continent qui a un potentiel énorme, évidemment. La NBA, Melvin, avec toi, on sait que le marché africain, c'est un territoire sportif et de marque intéressant pour la NBA. Collaboration de la BAL et de la NBA pour que le produit existe. Comment on voit l'évolution du basket africain et de ses représentants à travers Joel Embiid et Pascal Siakam, mais j'en oublie. Comment on voit un peu l'évolution du basket africain? Embiid, il est français, pardon. Je suis désolé, monsieur. Il est français et encore camerounais et presque américain. Il est compliqué à suivre. Bref, comment on voit l'évolution du basket africain de votre point de vue, du point de vue américain? Je pense que du point de vue de la NBA, ça a été un peu une découverte parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on avait souvent deux bons joueurs. Tu as nommé Dikembe Mutombo, tu as nommé Olajuwon, évidemment Embiid. Et je pense que maintenant, on se rend compte, ou en tout cas le fan lambda se rend compte qu'il y a vraiment un vivier en Afrique. Aujourd'hui, il y a 8 pays qui sont représentés. Il y a à peu près entre 15 et 20 joueurs africains en NBA.
Donc on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a du respect, est-ce qu'il y a du respect qui s'instaure un peu plus? Oui et non, je pense que ça c'est plus au cas par cas. Je pense que quand on voit des joueurs, on a nommé Joel Embiid qui est dans la course au MVP, forcément il y a du respect. Fred parlait des Grecs. Giannis n'est pas africain, mais il a des origines nigérianes, donc il y a aussi ça qui joue. Mais après, tu as quand même aussi, on se rappelle de l'épisode Luol Deng, où il y a quand même toujours des visions un peu de l'Africain qui va être fainéant, qui va pas être travailleur. Et ça reste quand même un peu j'ai envie de dire, dans l'imaginaire populaire aux États-Unis, un peu comme il y avait l'Européen qui était soft. Et ça, je pense que ça va quand même prendre un peu de temps avant que ça se dissipe. Angelo, l'Afrique et le basket, toi tu le vois de l'intérieur, tu opères aussi sur le basketball 3-3, et notamment en Afrique dans le développement des joueurs, de la structuration aussi de ce produit. Des équipes nationales. Ouais. Comment tu perçois, toi, de l'intérieur, le développement structurel du basket africain? C'est un continent à multiples vitesses. Tu as une boîte de vitesse à 25 vitesses. C'est vraiment le cas. Il y a des nations motrices, il y a des nations qui ont vraiment à cœur de développer le basket, le sport de manière globale, qui ont aussi des vrais programmes de développement individuel. Je vois par exemple comment l'Égypte utilise le 3-3 pour développer ses joueurs. Les U21, les U23, filles, garçons, j'ai vu les U18. Il y a vraiment un vrai potentiel, il y a un futur brillant, c'est quantitatif, il y a du jeu, il y a du talent, ça pue le basket et c'est vraiment encourageant. Puis il y a d'autres nations. L'encadrement existe, est-ce que il y a une volonté, les principes pédagogiques, etc. Voilà. Il y a des moyens qui sont développés pour ça? Exactement, le basket 3-3 est leur, on va dire, outil préféré parce que c'est à une échelle moindre, ça demande des budgets moindres également, mais ça permet aussi de laisser le talent pur de ces joueurs et de ces joueuses s'exprimer. Le vrai problème, c'est que je peux vous mentionner les quelques nations motrices, mais je peux vous mentionner les 3/4 des nations qui pour l'instant n'existent encore pas, que ce soit dans le basket 3-3 ou dans le basket 5-5. Et c'est ça vraiment le problème. On a eu beaucoup, et on a cette chance, nous, d'avoir un héritage malheureux mais heureux pour le sport et la diaspora française, avec tous ces joueurs français qui retournent en Afrique pour la CAN, qui expriment tout le temps leur mécontentement, leur frustration, les salaires impayés, les primes non payées. Et le problème, il faut être très pragmatique là-dessus, c'est pas juste rare. C'est répandu. Et c'est pour ça que je disais que ça ne progresse pas au niveau national. Il y a des joueurs qui sortent parce qu'ils partent tôt, ils vont faire des universités américaines, etc. Je pense au Nigeria où il y a beaucoup d'américano-nigériens et c'est vrai que ça aide beaucoup à structurer le Nigeria au niveau du basket. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur même des pays, c'est compliqué. Parce que là, je repars en Afrique dans 2 semaines pour te dire, avec Drills justement, et Jean-Marc Aloumont que je salue. Là, on part au Togo. Et le Togo, le Bénin font partie de ces pays qui ont vraiment la volonté de développer leurs joueurs et de leur donner une opportunité justement d'avoir accès à un niveau plus élevé. Mais ça commence en profondeur. Il faut éduquer les coachs et toute une structure. Et ça demande tout un écosystème. C'est une question de politique, encore une fois. C'est la politique que tu choisis. Et ils ne choisissent pas forcément la politique du sport et de l'investissement sur les sites. Revenons sur la Basketball Africa League et son combine qui a fermé ses portes le 16 janvier dernier. Interview de leurs ambassadeurs qui étaient présents. Il y avait quand même du beau monde, Joachim Noah, Ian Mahinmi, Dwayne Wade. Je vous propose d'en écouter certains. You can find me with the bad guy. If it's heavy, man, I grab that. Talking like pennies, you can have that. Need paper like a man facts. Man, I'm getting dirty money like a backpack. On the road where the cab's at. True man grew up where the sav's at. On organise cet événement pour leur donner l'opportunité de voir un pool de talents et de pouvoir directement recruter. Et je pense qu'ils ont été tous très satisfaits parce qu'il y a eu un travail de longue haleine que nos équipes ont fait en collaboration avec nos collègues de la G-League pour ratisser large et trier jusqu'à en arriver à 30 joueurs. On regarde les joueurs qu'on a dans ce combine, ils viennent de partout. On regarde les coachs, les general managers de clubs, ils sont de partout. Donc on sait très bien que pour le développement de cette ligue africaine, on doit passer par des étapes comme Paris.
Déjà, je suis très fier d'être ici à la Combine et voir la progression de la BAL dans ces 3 ans. Écoute, ça fait 3 ans maintenant que je suis à la retraite. Alors j'essaie vraiment de trouver quelque chose à faire parce que ça tournait un peu à la maison, ça commençait à être un peu difficile. Je suis super fier de faire partie de cette plateforme BAL et voir la progression du basket en Afrique. Une chose dont je suis sûr, c'est que le basket aujourd'hui africain est en train vraiment de monter en puissance. Cette plateforme nous donne une vraie opportunité. Et que les joueurs sachent qu'ils ne sont pas tout seuls. On n'est pas tout seul. Maintenant, la mentalité, c'est qu'on est ensemble et qu'on peut vraiment voir la progression grandir avec cette plateforme de la BAL. Allez, un sujet préparé par Nathan Lingua et Jean Lucien. Melvin, l'intérêt de cette plateforme, le Combine, on sait qu'aux États-Unis, c'est historiquement maintenant installé. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi peut servir ce type d'événement pour exposer les joueurs? C'est exactement ça. Ça sert à exposer les joueurs. Je pense que c'est utilisé pour la draft NBA. Donc, évidemment, les scouts vous suivent pendant toute la saison. Mais si votre stock n'est pas très, très haut, vous pouvez participer au Combine pour vous montrer vers toutes les franchises NBA, vers les scouts, et aussi montrer peut-être un aspect de votre jeu que vous n'avez pas eu l'occasion de montrer pendant la saison. Et donc là, je pense que c'était la même chose pour la Basketball Africa League. Et d'ailleurs, je suis curieux, Sylvain, question pour toi, du niveau qu'il y avait à ce Combine. Densité physique incroyable, les joueurs étaient tous prêts. Alors on s'y attendait forcément parce qu'il y a beaucoup d'athlètes africains, mais clairement capables de jouer aussi. Capable de jouer à 5 et capable de jouer sans ballon, de se déplacer, d'avoir une intelligence de jeu basket, très très élevée. Le fils de Dwayne Wade était présent, blessé pour la 2e journée, mais en canne sur la première, capable de faire beaucoup de choses, forcément, quand on a un héritage paternel qui a fait énormément de choses en NBA, on sait jouer. Donc non, un vrai bon moment sur le plan du jeu, ça a été très très intéressant de découvrir des joueurs. Sylvain, tu sais, le Combine aussi, c'est une database qui se crée, parce qu'ils leur font faire tout un panel d'exercices. À l'université, en fait, toutes les universités aux États-Unis ont un petit peu le même processus, c'est-à-dire qu'on commence, on prend ta verticalité, ta vitesse, ton niveau de gras. T'imagines comment c'est simple après de mesurer les progressions? Exactement. C'est d'une simplicité absolue. Tu regardes, il sautait 67, il saute 69, mais il a gagné 2 cm. Enfin, c'est complètement, ça semble débile à expliquer, mais c'est tellement simple en fait pour eux. Oui. C'est une database, je suis complètement d'accord. Oui, ça sert à alimenter justement des données sur les joueurs et à pouvoir réutiliser dans des cas bien spécifiques. C'était donc la Basketball Africa League. On a fait long, mais un événement comme ça à Paris, c'est pas souvent. C'était la 3e édition. Il faut mettre en avant aussi le basket africain, bien sûr. Fait. On enchaîne? D'accord, pas d'accord? Dans Hype, c'est parti. Non, je suis pas d'accord. On n'enchaîne pas. On n'a pas le jingle en plus. Si on l'a? Bon, les petits problèmes de timing, on s'amuse. Le jingle est parti. On enchaîne tout de suite avec Luka Doncic qui a déclaré ceci: je regarde plus l'Euroleague que la NBA. Avant de se lancer et de répondre à cette question, voilà la décla complète. De toute façon, elle était complète. Donc le joueur de Dallas a déclaré ça début d'année 2023. Luka Doncic a joué en Euroleague, a gagné l'Euroleague, a été MVP de l'Euroleague. Luka Doncic est également champion d'Europe 2017 avec la Slovénie. Donc le basketball international et plus spécifiquement le basketball européen de très haut niveau. C'est de l'eau. Il le connaît. Voilà. Luka Doncic a également déclaré un peu plus tôt dans la saison, ou même je crois que c'était en saison dernière, être en capacité de scorer plus facilement. C'est qu'en NBA, c'est plus simple de scorer qu'en Europe. Voilà, merci. Sauf que c'était un précurseur, parce que maintenant tout le monde le dit, tout le monde dit que c'est assez simple. Oui. Et quand il l'a dit, tout le monde l'a regardé en disant tu prends pour qui pour dire ça? Sauf que maintenant tout le monde a tendance à lui donner raison. Voilà, donc il leur remet une couche avec cette déclaration que je vous redonne. Je regarde plus l'Euroleague que la NBA. D'accord, pas d'accord? Je me tourne vers Angelo. Donne-moi un d'accord ou pas d'accord et après on développera. C'est très compliqué parce qu'en fait, je le suis et je ne le suis pas. Parce qu'il y a deux éléments qu'il faut analyser. Alors positionne-toi, oui, non? Alors, je vais dire que je suis d'accord. Ok, Fred.
Je suis pas d'accord. Ça marche. Voilà. Melvin, écoute les deux argumentaires, tu donneras ton point à l'un ou à l'autre et tu amènes bien sûr les tiens. Et on commence par Angelo. Les meilleurs athlètes au monde sont en NBA. Les meilleurs joueurs, les meilleures individualités, le meilleur packaging, tout ça c'est la NBA, il n'y a pas de souci. Oui. Mais quand on est en train de parler de qualité de jeu proposé, au-delà de quelques exceptions NBA avec des écoles de basket, l'Euroleague, le basket FIBA, les règles du basket FIBA permettent à ce que la stratégie et le jeu pratiqué, les solutions à trouver soient vraiment intrigantes, excitantes. Et en plus, tu as la chose que tu n'as pas en NBA, c'est le fanatisme absolu des fans avec les excès qu'on lui connaît, avec la Grèce, la Serbie, Israël et le Maccabi. On peut mentionner, donc si tu veux, cette dynamique-là, quand tu l'as vécue, tu comprends pourquoi l'Euroleague peut être plus attrayant. Même si à la base je suis fan de NBA, je comprends et je suis d'accord avec cet aspect de regarder le jeu Euroleague plus que la NBA. Alors, tu comprends le positionnement, Voilà. pour être plus précis, Voilà. de Luka Doncic. Voilà, même si la NBA est le meilleur championnat du monde. Très bien. Fred, C'est moi. quelques secondes pour préparer. Non, il n'y a pas de problème. T'es prêt? Oui. Alors, je comprends évidemment le positionnement de Luka Doncic, son positionnement particulier, parce que lui, il vit la NBA, il a été biberonné à l'Euroleague et il est toujours très attaché au Real Madrid. Donc c'est logique qu'il regarde plus l'Euroleague. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que dire qu'on choisit l'un ou l'autre, c'est ce que j'ai fait pendant un long moment et je me suis planté en fait. Le basket, c'est du basket. Et il faut regarder les deux, parce que les deux sont complémentaires. Alors effectivement, il y a le fanatisme de l'Euroleague, il y a la folie, il y a l'ambiance. Sauf que, Angelo l'a dit aussi, le meilleur basket du monde, il est là-bas. Les meilleurs joueurs du monde, ils sont là-bas. Donc moi, je pense qu'il faut trouver un juste équilibre entre je regarde plus l'un ou l'autre. Luka Doncic n'est pas nous. C'est-à-dire que lui, il a dominé l'Euroleague, il est en train de marcher sur la NBA. Donc c'est complètement différent. Pour nous, en tant que spectateurs, il faut apprendre des deux. Les deux sont très intéressants. La NBA, encore une fois, pour moi, c'est le meilleur basket du monde et c'est le basket le plus physique, plus athlétique, plus tout ce qu'on veut. Après, tactiquement, les fans, etc., ils sont du côté de l'Euroleague. Alors pourquoi trancher? Regardons les deux. Complémentaires, les deux produits complémentaires. C'est pour ça que je te disais dès le début, compliqué de me faire dire d'accord. On va continuer à en discuter, vois, Angelo. On va continuer à en discuter. Je voudrais écouter Melvin sur le positionnement de Fred ou d'Angelo. Vers qui tu irais? C'est difficile. J'aime beaucoup ce qu'a dit Fred sur le fait qu'en tant que fan de basket, on devrait regarder les deux parce que c'est complémentaire. Je rejoins aussi les points d'Angelo. Je pense que ça dépend en fait. Si tu regardes un match un mardi de décembre de NBA et que tu vas comparer ça avec un derby d'Athènes, bah forcément peut-être que ça penche un peu plus pour l'Euroleague. Après, quand on arrive en playoff NBA, je pense que tu as les meilleurs athlètes, le meilleur basket, etc. Et puis l'autre aspect qui est important pour moi, c'est l'aspect tactique, c'est-à-dire que les règles sont différentes, tu as moins d'espace, tu as moins de marge de manœuvre en Euroleague, donc du coup tout est beaucoup plus précis. Et ça, c'est quelque chose que alors moi, j'ai pas l'occasion de regarder l'Euroleague souvent en étant aux États-Unis, mais c'est quelque chose qui est très intéressant et on a d'ailleurs beaucoup de coachs de NBA qui piquent et qui copient des systèmes européens et qui les mettent à la sauce NBA. Ouais. Expliquons un peu l'Euroleague pour ceux qui découvriraient un petit peu le format. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de NBA ici. Il y a une phase de saison régulière. Il y a ensuite un top 8. Et ensuite, il y a un Final Four. Ouais. Et à l'issue de ce Final Four, bien sûr, deux équipes se disputent le titre de champion d'Europe. C'est l'équivalent de la Champions League du basket. 18 équipes au départ. Le champion actuel, c'est l'Efes Anadolu, je vais y arriver, qui a fait back-to-back. Istanbul, qui fait back-to-back. Et l'équipe la plus titrée de l'histoire. La plus titrée, Real. Ça doit être Maccabi, non? Non, le Real. Le Real. 10 titres. S'il te plaît. 10 titres pour le Real Madrid, d'un certain Peter Corneli, Gershon Yabusele et Vincent Poirier qui y joue. Le Pana n'est pas loin. Le Pana n'est pas loin. Fabien Causeur. Et Fabien Causeur, effectivement. N'oublions pas Pana n'est pas loin, ils ont 6. La patte gauche de Fabien Causeur. On se donne des critères pour essayer d'évaluer un petit peu, pas les différences, mais l'attractivité des deux ligues. L'intérêt pour l'image, on va dire, de ce que ça représente, l'attractivité au sens plutôt le fanatisme, le nombre de personnes dans les stades, les gens qui achètent les maillots. Mais là, tu ne vas pas pouvoir gagner avec l'Euroleague. La communauté, laisse-moi finir. Et ensuite, on est sur le tactique et technique, c'est-à-dire la valeur du jeu et de ce qu'on voit sur le terrain. Donc, 3 gros critères. Dites-moi un peu si ça vous aide à pencher vers l'un ou vers l'autre. Alors, quand tu dis, attends, juste, je te laisse prendre la parole. Quand tu dis pencher, dans le sens de ce qu'on préfère nous ou de ce qui est mieux
C'est quoi le Non, sens de ce que vous préférez, vous, allez, si vous voulez vous mouiller. Moi, concrètement, j'ai un petit penchant pour l'Euroleague et j'avais un énorme penchant avant. Et encore une fois, je me suis plongé un petit peu dans la NBA, grâce à Hype notamment, grâce au podcast que je fais aussi sur RMC. Et je me suis rendu compte que le storytelling de la NBA était incroyable. En fait, à chaque fois, ils arrivent à mettre en avant des choses, à montrer des statistiques folles, ils montrent des histoires. Mettre les légendes devant de la scène. Et je sais que c'est ça qui m'a rattrapé, en fait. Parce qu'à un moment, le jeu, effectivement, tu tombes sur certains matchs, waouh, c'est un peu lassant quand même. Sauf que même sur des matchs pourris, les mecs te font un storytelling, tu as envie de le regarder. Après, quand tu regardes le match, tu te dis, ah, peut-être que j'aurais mieux fait de faire autre chose. Mais sur le coup, ça t'incite à regarder. Donc je trouve que déjà, en termes de storytelling, en termes de market, la NBA, c'est 10 000 au-dessus. L'ambiance, l'affluence dans les salles, moi j'ai quelques chiffres à vous donner. Et Melvin, je veux bien t'entendre, parce que tu es dans un marché où ça marche bien le côté des Warriors, avec sold out pour des abonnements avec des chiffres immenses. Le Partizan, c'est 16 723 spectateurs, je crois que c'est les chiffres en moyenne. Le Zalgiris Kaunas, c'est 15 000. L'Efes Istanbul, donc c'est quasiment 15. Milan, 12. Olympiakos, on va s'arrêter là, c'est quasiment plus de 11 000 spectateurs. L'ambiance que connaît sûrement Angelo dans les salles grecques, par exemple, et l'ambiance des salles NBA, Melvin. Parle-moi déjà des Warriors, de l'ambiance, du fait que ce soit comble, le bruit que ça peut faire en play-off, la manière dont ils soutiennent Steph et compagnie. Ah bah c'est vrai que c'est assez impressionnant. Après, c'est pareil, je veux dire, il y a tellement de matchs en NBA que c'est difficile même pour les fans d'être à un niveau d'intensité énorme à chaque match. Moi, je me rappelle des Warriors la première fois quand ils reviennent en play-off en 2013. On n'entendait même pas les coups de sifflet des arbitres tellement il y avait de bruit. Et après, les fans se sont habitués à la gagne. Donc du coup, fallait attendre les demi-finales de conférence, les finales de conférence, les finales NBA pour vraiment que ça monte. Après, quand vous allez à OKC, quand vous allez à Toronto, Cleveland en finale, c'était assez impressionnant. Mais je pense que c'est pas comparable aux salles européennes. Moi, je comparais peut-être plus les salles européennes aux salles universitaires au niveau de cette ferveur qu'on peut voir en Grèce ou ailleurs. Ouais, mais encore. Moi, j'ai une question pour toi. Fred et ensuite Angelo sur la ferveur. Toi qui es là-bas, on a tendance à dire, nous, de l'Europe, qu'en Europe, on a des supporters, des fans, etc., et qu'en NBA, c'est des spectateurs. Est-ce qu'on est proche de la vérité ou ça bouge un petit peu? Je parle de saison régulière, évidemment pas sur les playoffs. Bah, c'est vrai que il n'y a pas de COP, il n'y a pas d'ultra, par exemple, des Warriors. Donc c'est vrai qu'il y a plus de spectateurs. Je pense qu'aux États-Unis, et c'est pareil dans tous les sports américains, tu vas plus voir un match, tu vas voir un spectacle plus qu'un match. Parce qu'il y a le match de basket, mais c'est aussi quelque chose qui est familial, t'amènes ta famille. Il y a plein d'autres choses qui se passent autour du match, alors que je pense qu'en Euroleague, c'est plus focus vraiment sur le match. Et du coup, tu as plus ces fans que ces spectateurs dont on parle aux États-Unis. Sur la je connais bien les trois, en fait. Je connais bien les trois. J'ai fait 6 ans aux États-Unis à l'université. La NBA, je connais. Et j'ai vu des matchs NBA et l'Europe, les derbies, ce qu'on veut. Il y a 2 éléments à prendre en considération. Premièrement, Melvin l'explique parfaitement, c'est un spectacle. C'est-à-dire que tout est mis en place pour que les gens y passent du temps et consomment. Et du bon temps. Et du bon temps. C'est-à-dire que même les sièges en Europe, et on est bien placé pour le savoir, faut amener son coussin parce que c'est compliqué. À moins d'avoir les kilos en trop que j'ai à l'heure actuelle. Mais si tu veux, c'est vraiment l'idée. C'est qu'en Europe, on vient pour le jeu. En NBA, on vient pour le show. Okay. Et même s'il y a les Boston Celtics, il y a les Sacramento Kings de la grande époque, il y a les Warriors qui ont une super fanbase, justement, on peut vraiment pointer du doigt ces fans-là, mais il faut aussi remettre en question les chiffres. Les chiffres de l'Euroleague sont absolument monstrueux en comparaison à la densité de la population de cette communauté-là. C'est-à-dire que tu regardes la densité des villes américaines et le nombre de spectateurs potentiels pour aller dans les matchs NBA, qu'on arrive à avoir des moyennes à 15 000 spectateurs en Europe, régulièrement, tout au long de la saison, pour des matchs d'Euroleague, c'est quelque chose qu'on n'avait pas auparavant, et c'est quand même une ferveur. Et le dernier point, c'est en NCAA. Pour conclure. Pour conclure, ouais, en NCAA ou en NBA, t'as pas des chants. C'est defense, defense, let's go Warriors, let's go. Ok, on les connaît, les trucs. J'ai fait les universités, Melvin. Écoute, il y a l'orchestre, il y a quelques chansons, mais en Europe, tu as des vraies chansons, tu as une vraie diversité, tu as une vraie ferveur. Juste pour confirmer les dires d'Angelo, pense à KD quand il est venu à Monaco et qu'il est allé à Olympiakos pour voir ce qui s'est passé. KD qui a joué à Golden State, donc il sait un peu la ferveur qu'il y a, il a dit « j'ai jamais vu ça ». Et c'était finale NBA et tout ça.
Donc c'est vraiment, c'est pas par chauvinisme. Il y a discussion. Non, mais la ferveur du public européen. C'est juste pas comparable. C'est-à-dire que autant la NBA, c'est à des années-lumière dans le marketing, le packaging et tout ce qui est à côté. Et l'Euroleague, je pense, ne le rattrapera jamais, pour être très honnête. Mais par contre, au niveau de la ferveur, ils peuvent mettre tout en place. Il faudrait vraiment que les fans américains soient permis de faire des choses. Ici, quand tu fais un doigt d'honneur aux États-Unis, les mecs se font jarter de la salle. Alors que tu fais ça en Grèce, on t'applaudit. Donc tu vois, voilà. Arrêtons-nous, parce qu'en régie, on me dit qu'on est long et qu'il faut qu'on avance. On va discuter toujours un petit peu sur cette comparaison, un petit peu Europe et États-Unis dans le débat de la semaine. Alors, on va tout de suite enchaîner avec la déclaration de Giannis Antetokounmpo pour se remettre un petit peu dans le contexte Team USA versus reste du monde. Et ensuite, on se posera la question essentielle de notre débat. Put together a starting five player from international and from the United States. International. Okay, let me go Embiid. Okay. 5. Jokic 4. Giannis 3. Maybe Evan Fournier at the 2. And Luka, you put him. And Luka at 1. Man, it's crazy. There's some talent there. So now let's go to the USA team. Okay, you gotta go Steph. Steph at 1. At the 2 now. Best shooting guard in the league. What? Klay Thompson to play together. Let's go there. Steph and Klay Thompson. 3, LeBron. 4, KD. And who's the best American 5-man? Adebayo. We beat them. You think we beat them? Yes, we beat them. Who's gonna guard them beat? Adebayo? Okay. Okay, makes sense. Who's gonna guard Jokic? And who's gonna guard me? Petite mise en bouche pour parler All-Star Game, finalement, parce qu'on sait que les joueurs étrangers s'affirment de plus en plus dans la ligue, à l'image de Doncic, Jokic, Giannis, et j'en oublie beaucoup. On sait que la formule de All-Star Game reste toujours un petit peu encore pas à définir, mais à trouver vraiment son rythme, compétitivité versus, on va dire, match un petit peu spectacle. Voilà, on est un peu entre les deux. Est-ce que ce n'est pas le moment de redynamiser cette formule en proposant un format différent ? Je vais d'abord vous laisser peut-être me proposer les formats, mais surtout peut-être opposer Team USA face à une sélection du reste du monde. Est-ce que ce n'est pas le moment d'y penser ? D'y penser ? D'y penser. Oui, tu peux y penser. Ou de le mettre en place. Il faut répondre à quoi en premier ? Les options ? Les options. Les options, je te l'ai dit tout à l'heure, la NBA, c'est le meilleur marketing du monde. Si tout à l'heure, il n'y avait pas de caméra. Si ces génies n'ont pas réussi à trouver une solution meilleure que ça, c'est que moi, Frédéric Weiss, je ne vais pas trouver non plus. Parce que ça va plus loin, parce qu'en off, tu me disais qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à ce que la NBA aille sur ce type de formule. Et donc, j'allais répondre à la deuxième question. Oui. Et je ne vois pas du tout l'intérêt, ni pour la NBA, ni pour personne, qu'on fasse États-Unis contre le reste du monde. Pourquoi ? Déjà parce que là-bas, cette confrontation Est-Ouest, c'est hyper intéressant. C'est reconnu, c'est connu. Et historiquement, c'est assez ancré. Okay. Ensuite, admettons, les États-Unis gagnent. T'imagines un peu le camouflet pour le reste du monde, le reste du monde contre les États-Unis, on perd. Donc ça n'a aucun intérêt, en termes d'image. Ouais. Disons qu'on s'attendrait à ce que les Américains gagnent. Donc il n'y a pas de plus-value. Oui, mais admettons les Américains perdent. C'est quoi l'image que tu renvoies ? C'est-à-dire que le monde entier est obligé de se mettre contre toi, tu fais le malin et tu perds chez toi. C'est quoi l'intérêt pour la NBA ? Je pense pas qu'il y ait cette notion de faire le malin. Je pense que c'est plutôt une notion de se prêter au jeu. C'est-à-dire qu'en fait, tu crées une dynamique. Mais tu n'as rien à gagner. Tu sais, en fait, la NBA... la suprématie de monde, elle se joue sur les mondiaux, sur les Jeux Olympiques, etc. Ouais, la suprématie d'équipe au niveau mondial. Mais quel est l'intérêt de jouer comme ça ? En fait, nous, on le fait en France. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ancré l'Est-Ouest, Nord-Sud. Donc les Américains peuvent perdre ? Mais les Américains peuvent perdre, évidemment. Okay. Melvin, sur cette notion d'opposition, allons-y tout de suite. Team USA versus Team World. Pour redynamiser, bien sûr, le All-Star Game, on avait des discussions en off sur l'idée de se dire mais quelle profondeur de banc aussi pour les étrangers, entre guillemets, les joueurs non-américains. Tu comptes que États-Unis. Le Canada, par exemple, fait partie du reste du monde. Déjà rien que certains Canadiens. Réponds-nous là-dessus et l'intérêt de cette formule sur le plan sportif. Moi, il y a un autre angle aussi qu'il faudrait qu'on évoque ensemble, c'est l'intérêt marketing du produit. Alors déjà, sur ce que disait Fred, l'Est-Ouest aux États-Unis, évidemment,
il faut quand même noter que ça fait 5 ans qu'on ne fait plus Est-Ouest et qu'il y a cette draft et qu'ils ont aussi ajouté ce qu'ils appellent le Elam Ending, où en gros il y a un score cible dans le 4e quart-temps. Et depuis qu'ils ont changé cette formule-là, il y a 3 des 5 derniers All-Stars qui se jouent à une dernière possession. Donc ça a quand même aidé sur la compétitivité. Après, sur le USA versus le reste du monde, perso, moi je ne suis pas d'accord parce que, oui, comme on le disait, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a les stars. Il y a Luka, il y a Giannis, il y a Embiid, il y a Jokic. On mettrait Shai Gilgeous-Alexander sûrement dans ce 5-là. Mais par contre, dès que tu passes sur le banc, parce que le All-Star Game, c'est quand même 12 joueurs, il y a des critères de sélection précis au niveau de quel poste de jeu tu peux prendre, bah, tu te rends compte très vite que le vivier du reste du monde, tu ne peux pas le comparer aux États-Unis. Et donc, du coup, il faut aussi se rappeler que dans les contrats, quand tu es All-Star, généralement, tu débloques des bonus. Et donc, du coup, on va mettre les joueurs américains pour qui ça va être beaucoup plus dur d'être parmi les 12 All-Stars à aller chercher ces bonus de contrat, alors que pour le reste du monde, on aura quasiment tout le temps les mêmes 12 dans cette sélection. Je suis d'accord avec lui, parce que ça devient une injustice, que finalement, tu as des joueurs américains qui seraient plus forts que les joueurs européens, ou mondiaux d'ailleurs, et qui ne pourraient pas aller au championnat. Oui, parce que le vivier de joueurs américains est plus important, donc forcément, tu en laisses quelques-uns. Ça a toujours été mon point. Pour moi, tu sais, je trouve que c'est évident que ça a une importance pour les joueurs qui travaillent très dur pour mériter leur place et que tu coupes l'herbe sous les pieds d'une dizaine, quinzaine de joueurs qui ne peuvent même plus devenir candidats. Et c'est compliqué de légitimiser cette pensée-là par rapport à tout ce que ça représente dans le quotidien de la NBA. Tu comprends ? Oui, je comprends. Ouais. Plaçons-nous du côté NBA. Là, on parle un peu effectivement joueurs et l'injustice que ça peut être que de ne pas être sélectionné alors qu'on a les stats, parce qu'on est américain et qu'on n'est plus du coup, pour le coup... Souviens-toi de Booker, Lillard, les mecs... Tous ces joueurs qui passent à côté déjà dans une formule classique. La NBA, sur le plan marketing, étendre un peu son produit à des environnements de marque, Amérique du Sud, Afrique, Asie. C'est là où on va chercher des joueurs il faut qu'ils aient le niveau de jeu, mais qui peuvent prétendre à une sélection et qui sont justement dans ces environnements de marché, ça peut intéresser justement des... Et tu pointes le doigt sur la réponse que j'ai apportée à Fred tout à l'heure quand je disais je ne pense pas qu'il n'y a pas un intérêt. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à perdre. Parce que je voulais mentionner la globalisation qui est toujours aussi importante et le développement à l'international, le NBA League Pass qui est de plus en plus présent dans tous les pays du monde avec plus d'abonnés chaque année. Et tu as cette mondialisation du jeu qui a déjà été opérée depuis 92 et qui continue année après année. Il y a aussi une raison pour laquelle tu as des meilleurs joueurs américains en Euroleague à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut aller contre la globalisation en fait du basket ? Mais on ne peut pas être contre maintenant, c'est fini, on ne peut plus être contre. Bon. Mais justement, le fait mais quelque part, les formats vont s'adapter pour globaliser le basket et permettre à tout le monde d'être au même niveau, non ? Oui, mais donc tu es en train de dire qu'il faut qu'on reste dans la structure actuelle, dans ce que tu dis. Non, si la globalisation, c'est un principe d'ouverture. C'est un principe d'ouverture, c'est déjà le cas. Tu es un très bon joueur européen, mondial, tu fais le All-Star Game. Jokic, tu ne vas pas se poser la question, il y sera. Okay. Pas besoin de changer la formule pour mériter d'être All-Star. Si tu es vraiment très bon, tu y seras. Ok, ça marche. Mais je comprends pourquoi il y a cette réflexion, parce qu'il y a un réel attrait. Pour nous qui aimons un peu, on va dire, l'aspect fictif des oppositions, c'est super intéressant. J'imagine que Melvin, il a son petit truc s'il a l'autorisation. Ouais, il a 30 secondes, parce que le All-Star, c'est dans 1 mois, et on aura l'occasion, je pense, de réouvrir cette discussion quand on connaîtra les sélectionnés. Non, juste un point contre ton argument, Sylvain, où tu parles du marketing. L'un des aspects principaux de ce marketing pour le All-Star Game, c'est le vote du public. Si tu passes à une formule USA contre le reste du monde, le vote pour le reste du monde va être, encore une fois, quasiment le même partout. Donc, est-ce que tu as besoin de ça pour attirer de l'engouement à l'international ? Je ne pense pas. Et je pense qu'aujourd'hui, tu as tout le monde qui vote déjà partout dans le monde pour leur joueur préféré. Pensons à Yao Ming. Pense à Yao Ming. Qui était numéro 1, je crois, dans les choix à l'époque. Où et quasiment, Zaza Pachulia aussi. Il y a eu des Jérémy Lin, il était dans le top 5 à un moment donné. Messieurs, focus à suivre. On va parler d'ailleurs d'un joueur qui peut prétendre d'ailleurs une sélection All-Star. C'est Shai Gilgeous-Alexander dans le focus de la semaine. Oh là, ça discute et ça chante beaucoup en off. On va se venger en on d'ailleurs. Shai Gilgeous-Alexander, le joueur canadien arrière du Thunder, est dans notre focus de la semaine. On va d'ailleurs vous le présenter parce qu'on parle peu du Thunder et encore moins de Shai Gilgeous-Alexander, joueur de 24 ans, poste
pendant que Melvin met son chapeau, 2 mètres, 81 kilos, donc plutôt frêle, drafté 11e en 2018 par les Hornets, 5e saison NBA, puis 20 points, quasiment 4,5 rebonds, 4,5 passes. Classement collectif pas terrible. Si on l'a, on va vous l'afficher. On va surtout se poser la question. 11e. Ils sont 11e, voilà. Est-ce qu'avec un classement collectif qui s'affiche donc de 11e à l'ouest, on peut prétendre à une sélection All-Star pour un joueur comme Shai Gilgeous-Alexander qui fait une très très grosse saison? Je pense qu'il a marqué des points. Je pense que tout le monde, il a explosé au visage de tout le monde. Le mec a plus de 30 points de moyenne. À un moment, oui, il y a le collectif, évidemment, et encore une fois, c'est pas si mal que ça. Ils sont 11e, donc c'est pas catastrophique. Ils sont à un match et demi de la 6e place. Exactement, donc c'est vraiment loin d'être catastrophique. Alors, il faut aller vite. De quoi dépendra sa sélection s'il maintient son niveau statistique? Moi, je pense qu'il y sera. Ah oui, il n'y a pas de dépendance. À 11e, là, en étant 11e. Ouais, je pense que... D'accord, ok. Ça ne dépend pas d'un classement collectif supérieur. Plus de 30 points de moyenne. Ok, non, je pose la question. Alors après, attention. Il lit d'une équipe... Il y a une concurrence aussi. Et puis, il y a la concurrence, et puis on se souvient de Bradley Beal, par exemple, qui a été meilleur marqueur de la NBA pendant une période et qui n'a pas été honoré. Question de hype. Alors, même s'il joue dans un petit marché, entre guillemets, encore une fois, c'est pas le plus grand des marchés, c'est pas un petit, mais c'est un moyen, on va dire, mais quand même, tout le monde parle de lui. Parce qu'il est dans le top des scoreurs. Donc rien que pour ça, il a de la hype. Pour moi, c'est juste la densité, l'homogénéité. Et il joue sans Chet Holmgren aussi. En plus, n'oublions pas ça. On va en parler rapidement de Chet Holmgren. On va surtout donner la main à un homme au chapeau. Et Angelo, je t'ai pas oublié, ne t'inquiète pas. Sur la compétitivité, tu vois beaucoup d'arrières et meneurs régulièrement dans la conférence Ouest en NBA. Steph, Ja, Luka, Chris Paul. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Damien Lillard, Devin Booker. Il y a beaucoup de monde. Est-ce qu'il s'invite à cette table-là, Shai Gilgeous-Alexander, cette année? Bien sûr, il s'invite à cette table-là. Et surtout, j'ai envie de dire, il est 11e, oui, mais personne attendait Oklahoma City à ce niveau-là. C'est-à-dire que, comme le disait Angelo, quand tu es déjà à 21 victoires, c'est-à-dire que c'est quasiment le même nombre de victoires qu'ils ont eu toute la saison dernière, ça, je pense que ça joue pour lui. Et c'est un joueur qui est aimé. C'est un joueur, si on attend de parler de son profil, que je pense que les adversaires et les coachs respectent. Donc c'est pour ça, je pense qu'il sera sûrement All-Star cette saison. Sur le classement de Shai Gilgeous-Alexander, lui, il n'est pas du tout surpris. Il dit « Je pense que nous allons devenir une très bonne équipe, bien plus tôt que les gens ne le pensent ». Donc il se voit même déjà compétitif cette saison. Sur la compétitivité d'Oklahoma City, Angelo, réponds-moi. Et puis bien sûr sur All-Star, pas All-Star de Shai Gilgeous. La compétitivité, elle est réelle, elle est concrète, elle est factuelle. Quand tu es à un match et demi de la 6e place, alors on sait qu'il y a cette homogénéité globalisée, que ce soit dans la conférence Est ou Ouest, où maintenant tout le monde peut battre tout le monde. Mais le fait que OKC soit une équipe qui soit en capacité de battre tout le monde, ils viennent de renverser le match contre Brooklyn, qui est en plein boom. Et si tu veux, moi, ce qui est vraiment intéressant avec cette équipe, et c'est là où je vais dans son sens à Shai, c'est une équipe de 23 ans de moyenne. Oui, c'est ça. Très, très ça, c'est hyper impressionnant quand même. 23 ans de moyenne. Donc, tu gardes ce groupe-là, ce nucleus, comme ils disent là-bas, ensemble, 2-3 ans. Ils sont déjà en capacité à l'heure actuelle de jouer les yeux dans les yeux avec les mecs play-offables, play-inables. Et tu te dis qu'ils peuvent avoir un Chet Holmgren. Alors là, c'est le point d'interrogation. Mais si tout se passe bien, c'est bonus. Oui, bien sûr. Et ils ont cette ossature de jeunes talents. Et on a vu ce qui se passait du côté de Memphis. Les Desmond Bane, les Jaren Jackson, qui ont commencé à créer cette osmose. Ça rappelle pas un peu OKC version Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden? On va pas se mentir, j'ai pensé exactement à ça. Dis-nous tout, est-ce que c'est l'équipe du futur avec ce noyau dur? En tous les cas, ça y ressemble. Encore une fois, on ne sait pas encore ce que va donner Chet Holmgren, mais Gidey, je ne sais pas comment on dit, c'est quand même déjà très très fort, l'Australien là aussi. Ils ont une bonne équipe. Ils ont un coach qui est passé par la G-League, de là-bas, qui est passé comme assistant et qui est devenu coach. Donc, il connaît les ressorts comme sa poche, par cœur. Je me dis qu'ils ont tout construit tranquillement pour qu'effectivement, ce soit une équipe compétitive. C'est clair. Puis, ils ont des chiens en défense, ils ont des qualités athlétiques. Ah, ça doit défendre un peu mieux quand même, parce qu'ils sont 21e au niveau de la défense. Ils ont des chiens, c'est pas la globalité du roster. Oui, mais ça manque un petit peu de défense. En défense. De quoi? Ils sont 11e meilleure défense de la Ligue cette année. J'ai regardé ça tout à l'heure, c'était 21e. Mais bon. Ah non. Je vérifierai. On ira vérifier.
On ira vérifier. Restons Moi, sur je fais confiance à Melvin. Sur le site de la NBA, mais bon, après... Restons sur la globalité de cette équipe. Attendue peut-être pour tanker en début de saison. Ça faisait partie de nos équipes qui joueraient pour pas grand-chose. Ça a l'air d'être différent. Est-ce qu'il faut aller chercher un spot en play-in pour valider la progression de cette équipe? Il faut. Ou la réponse est comme tout trouvée, mais il y a un certain Victor qui peut peut-être... Ils sont loin. Hein. Non? Ils sont loin dans les pourcentages. C'est-à-dire que c'est pas impossible qu'ils récupèrent. On a déjà eu. Et Chet Holmgren et Victor dans la même équipe, je sais pas en fait. C'est bizarre en fait. Ouais, ça marche. C'est quand même bizarre. De toute façon, OKC, c'est comme les Pistons, c'est comme toute autre équipe. Tu prends le meilleur disponible, peu importe la position. Parce que tu peux faire les échanges après. De toute façon, si tu tombes sur Victor, tu peux pas dire non. Non mais peu importe le talent. En fait, je reprends. À ce stade de la saison, quand on est dans une telle dynamique, on continue, on est bien d'accord, on appuie sur l'accélérateur. Bien sûr. Et puis on essaye de faire la meilleure saison possible avec le groupe déjà. Tu as une équipe de jeunes, donc tu veux les faire progresser, donc il faut qu'ils jouent au meilleur niveau possible. Tu ne peux pas tanker avec des jeunes, enfin, ça me choquerait. Et après, tu sais, c'est le genre de configuration où tu es une jeune équipe à qui il manque peut-être un peu de leadership ou d'expérience, et donc tu peux récupérer sur le marché des free agents quelques vétérans pour entourer, qui entourent, qui bonifient l'équipe, qui continue à monter en puissance. Pour moi, c'est un truc très similaire potentiellement. Alors, il n'y a pas de garantie, mais dans ce qu'on a vu avec les Grizzlies, tu gardes la même ossature. Il leur manque, je pense, un secteur intérieur plus performant, mais sur les postes 2, 3 et même poste 4, c'est très intéressant. Une question pour conclure, Melvin, justement, tu les as vus sur cette équipe. Est-ce qu'il peut encore leur manquer pour passer un step, même dès cette saison, selon Shai Gilgeous, ils sont capables d'aller très très loin? Alors, Angelo mettait le point dessus, je pense que c'est le secteur intérieur. Alors, ils ont eu aussi beaucoup de blessures, ce qui rend encore leur classement encore plus impressionnant. Par contre, je ne pense pas qu'ils vont aller chercher un intérieur là avant la date butoir des transferts qui est dans 3 semaines maintenant. Après, il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi 15 premiers tours de draft sur les 7 prochaines drafts, ce qui est absolument incroyable. Donc, ça veut dire qu'ils ont un coffre de guerre pour aller chercher d'autres joueurs pendant l'été. Après, on parlait de leadership. Je pense que le leadership, on a notre ami Shai Gilgeous-Alexander qui a vraiment pris ce rôle à bras-le-corps. C'est quelqu'un qui parlait pas beaucoup jusque-là, mais il a vraiment pris ce rôle et il est vraiment dans l'optique de je suis là, je suis le franchise player, j'ai les épaules pour et je vais devenir vraiment le leader de ce groupe. Et j'étais là au tout début et je veux être là jusqu'à la fin quand on va peut-être potentiellement jouer les premiers rôles à l'Ouest. Donc je pense que ça, il est vraiment en train de progresser là-dessus et c'est très bien pour OKC. Très bien pour OKC, très bien aussi pour le Canada, qui a un squad de joueurs très intéressant, qui arrive aussi à maturité. On va pas se mentir, le Canada, c'est une licorne. Depuis le temps qu'on rêve de voir l'équipe du Canada au complet, on la voit jamais. Donc je rêve de la voir aux Jeux Olympiques. Quoique, je ne sais pas si je rêve vraiment de la voir aux Jeux Olympiques, mais effectivement, sur le papier, c'est fantastique l'équipe du Canada. Sauf qu'à chaque fois, on est déçus parce qu'ils ne viennent pas. Bon, on verra ce que pourra présenter le Canada au JO. Il reste encore quelques mois. On va conclure cette émission ensemble. Remercier Melvin pour ce magnifique chapeau en mode countryman. Remercier également Angelo et Fred, que l'on reverra du côté de Paris pour le match Détroit-Chicago. Oui, je ferai plein de vidéos. Tu nous raconteras. Ouais. Tu nous raconteras surtout. On va remercier Lucien Jahan. On va remercier également Nathan Lingua pour toutes ces images. Et puis on te remercie toi aussi, Sylvain. Pour tout le travail de l'ombre, parce qu'on ne prend pas suffisamment le temps de te donner tes fleurs. Sylvain Fian, le maestro. Et tu parles souvent de style et cette chemise noire te va tellement bien. On parle d'ombre aussi. On va remercier tous les techniciens en régie qui travaillent dur pour vous fournir toute cette émission, ce magnifique plateau. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de Hype NBA. Ciao.